Bonjour et bienvenue dans notre émission Semence Mag sur le village Semence de Sémaé. Aujourd'hui, nous allons parler de la filière semences qui rentre en action pour un thème très particulier, la restauration écologique. Alors c'est vrai que la restauration écologique, elle est indispensable, mais on ne se rend pas forcément compte. On ne se rend pas compte non plus que c'est un travail très précis, complexe, de long terme. Et pour vous expliquer tout ça, nous avons invité deux personnes que je vais vous présenter. Bonjour Manuel de la Foulouse. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de restauration et vous êtes écologue au Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées. C'est ça. Vous êtes basé où? À Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Très bien, merci d'être avec nous. Julien Planche. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, surtout un dimanche matin. Vous êtes directeur technique chez Phytosem. Phytosem, ouais. C'est un semencier? Semencier, oui, dans les Hautes-Alpes, à Gap. Très bien, donc vous êtes basé à Gap. Oui. Alors vous avez tous les deux fait un long trajet pour nous rejoindre et on vous remercie parce que c'est un sujet qui est peu connu mais qui est très complexe. Alors Manuel, dans quel cas on a besoin de restauration écologique? On ne mesure pas bien s'il s'agit uniquement de sites industriels ou d'autres situations. Alors en fait, on a besoin de restaurer les écosystèmes dégradés dans de nombreux cas de figure. Ça peut être dans le cas d'autorisation de travaux ou d'impact sur une espèce protégée, un habitat qu'il faut qu'on restaure. Mais ça peut être aussi, comme vous le disiez, dans le cas d'autres types de dégradation, donc un site industriel, des accidents naturels, des crues, un glissement de terrain, ou ça peut aussi être suite à une mise en culture. En fait, quand on a détruit un écosystème naturel et qu'on a le souhait de vouloir le reconstituer, on peut recourir à cette technique. Donc si je comprends bien, ça peut intervenir à la montagne comme en plaine, en ville comme à la campagne, vous intervenez dans tout type de situation. Exactement. Et il y a deux éléments de contexte importants par rapport à la restauration des écosystèmes. Donc on est dans la décennie de la restauration des écosystèmes des Nations Unies. Et il y a le règlement pour la restauration de la nature, le règlement européen, qui a été voté l'année dernière et qui nous fixe des engagements et des objectifs ambitieux de restauration des écosystèmes. Très bien, donc on fonctionne avec des objectifs et il y a également, je crois, un engagement quand même fort de votre région. Oui. Alors le Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées ainsi que le Conservatoire botanique alpin sont, on peut dire, pionniers ou en tout cas travaillent sur cette thématique de la restauration écologique depuis de nombreuses années déjà. Alors j'ai utilisé déjà je ne sais pas combien de fois le mot restauration. Que veut dire restaurer? Parce que quand on parle d'agriculture, les gens se disent « Ah oui, semer du blé, faire pousser du tournesol, etc. » Mais restaurer, on peut se dire « Bon, bah, après tout, on prend des graines, des semences et puis ça ira comme ça. » Pas du tout. Moi, j'ai découvert que c'était extrêmement complexe. Que veut dire restaurer? Alors, pour le faire rapidement, oui. Restaurer les écosystèmes, la restauration écologique, c'est accompagner le processus de rétablissement d'un écosystème naturel. Donc c'est quelque chose qui, de toute façon, la nature pourrait faire sur un pas de temps très long et qu'on va essayer d'accompagner, d'assister pour mieux contrôler cette trajectoire de milieu. Les 4 étapes essentielles de la restauration, ça va être en premier lieu d'analyser le contexte humain et écologique pour se fixer un écosystème de référence, la cible, parce que vers où on veut. Restauration dit vers où on veut aller ou retourner. Exactement. Ensuite, on fait un état initial de l'écosystème dégradé tel qu'il est. Entre les deux, on se fixe des objectifs opérationnels et un protocole de suivi pour savoir si on est sur la bonne trajectoire entre notre état initial et l'objectif de référence. Et ensuite, on va se poser la question de quelles sont les techniques à mobiliser, quelles sont les semences, quel est le calendrier, quels sont les moyens humains, financiers disponibles. Et c'est là qu'on se tourne vers la filière de semences. Tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un temps long. Alors on essaye quand même de gagner du temps sur la nature qu'il ferait de toute façon, qu'il faut mobiliser beaucoup de compétences et des acteurs différents. Alors effectivement, je vais me tourner vers vous et je vais vous demander quel type de... Vous avez un micro? Oui. Très bien. Je vais vous demander quel type de semences finalement vous proposez pour des restaurations. Alors, on propose toute une gamme de semences. Nous, on part surtout en fait sur la physionomie des semences, c'est-à-dire surtout des espèces. Donc, on va sélectionner tout ce qui est espèces annuelles, bisannuelles, vivaces, et après, en fonction du type de milieu à restaurer.
Donc c'est des espèces prairiales, donc soit zone de montagne, soit zone méditerranéenne, soit des milieux plus humides, des milieux plus secs. Donc c'est comme si on avait implanté une prairie par exemple, on prend en compte toutes les données pédoclimatiques et il faut que vous trouviez, alors je suppose, des mélanges d'espèces et de variétés Oui, en fait, adaptés au climat et au sol. ouais, nous on fonctionne que par mélange parce qu'en fait on essaye de recréer une succession Oui. en fait, d'évolution du milieu. Naturellement, on va dire un milieu, si on le laisse nu, on va avoir un cortège d'annuels qui vont se développer, ensuite bisannuels, ensuite vivaces. Et nous, l'idée, c'est d'accélérer ce processus, mais on D'accord. est obligé de passer par cette phase d'évolution, en fait, parce que l'évolution, on va dire, du couvert végétal est liée à l'évolution du sol et de la composition. Donc, on est sur des sols qui ont été remaniés suite à des travaux, et donc, du coup, ils sont totalement déstructurés. Et donc, il faut recréer une structure. Donc, il faut des espèces qui soient capables de s'installer sur ces sols déstructurés. Elles vont créer la structure, et ensuite, une fois qu'on a ce sol qui va être restructuré, les espèces plus vivaces vont pouvoir s'installer. Alors c'est là où c'est passionnant. Enfin, moi j'ai essayé de réclamer qu'on ait une journée pour travailler, mais voilà, on aura le temps de l'émission. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur une parcelle avec un type de variété, mais que vous installez effectivement, comment vous dites, Une succession ? voilà, une succession de choses, et c'est ça qui paraît extraordinairement compliqué. Alors, semencier et restauration écologique, on pense semences sauvages, ça paraît un oxymore. Vous travaillez avec quelles semences en fait ? Oui, alors du coup, à partir du moment où on choisit de collecter une semence, elle n'est plus très sauvage. Il y a forcément une sélection, donc c'est un peu la sélection massale qu'on appelle en semencier. Mais c'est surtout, on essaye d'avoir en fait l'espèce la plus proche de l'écotype naturel en fait. Donc on évite les sélections, on évite de reproduire sur plusieurs générations la même lignée, parce que sinon on va avoir une trop grande sélection. Et en fait, nous ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir une diversité dans le lot. On parle plus de population en fait. Très bien. Donc, alors, vous avez où il a été créé la marque végétale locale. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une garantie pour les gens qui vont utiliser les semences d'avoir un certain type de mélange ? Oui, parce que en fait, les semences, tout ce qui est agricole ou espace vert, c'est très réglementé. Et sur les sauvages, en fait, il y avait un trou législatif. Et donc, du coup, bon, on ne savait pas trop où on allait, on n'avait aucune garantie sur l'origine, sur le type. Et c'est vrai que du coup, la marque, en fait, on a un contrôle avec un audit externe fait par le CMAE. Et donc, du coup, ça inclut toute une garantie d'origine, de type de semences. Et après, il faut quand même, nous, qu'on garantisse après la germination, la matière inerte. Donc ça, c'est pas encore, c'est en train d'évoluer, mais c'est des choses qu'il va falloir un peu faire évoluer tout doucement. Il y a une inscription au CTPS comme pour d'autres espèces ou pas encore ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le problème, c'est que nous, avec les sauvages, on est vraiment hors CTPS, quoi. Parce qu'on ne peut pas avoir une garantie, par exemple, de germination, parce qu'on est sur des taux, par exemple, de grains durs qui vont être énormes. On va être des fois sur des lots à 50-60% de grains durs. Donc, c'est des graines qui sont viables, seulement elles ont une levée de dormance très spécifique. Oui, c'est comme pour les espèces prairiales, par exemple, où on a des levées de dormance qui sont très longues. Mais du coup, nous, ça nous arrange parce qu'en fait, on attend que les annuelles et les bisannuelles, elles aient fait leur travail. Et du coup, les prairiales, elles sont là, elles sont prêtes à germer. Une fois qu'elles ont les bonnes conditions, hop, elles germent. Voilà, donc, très bien. Ouais. Bon, alors on comprend qu'effectivement, c'est tout un travail. Alors je reviens vers vous, Manuel de la Foulouse. L'origine des semences, plantes sauvages, graminées, vous travaillez un petit peu sur tout parce qu'il y a des moments, il faut des graminées, il faut des dicotes, il faut peut-être des arbustes aussi. Comment on travaille ? Est-ce que le travail consiste à aller dans la nature récupérer ? Est-ce que vous-même, vous faites ça ? Vous donnez des conseils ? Alors oui, exactement. Et donc c'est ce que disait Julien sur... Aujourd'hui, notre référentiel technique, notre cadre de travail, c'est végétal local. Et donc, ce qu'on veut assurer, c'est que ce soit sauvage. Donc, il faut que le site de collecte des semences mères, que ce soit de la graine d'arbre, d'arbuste ou d'herbacées, n'ait pas été semé depuis plus de 40 ans. Ah oui, c'est 40 ans là. Donc, en fait, si on s'assure que pendant 40 ans, il n'y a pas eu de semis, on considère que les espèces qu'on rencontre dans ce milieu sont sauvages. Alors, quel est votre rôle à vous ?
Est-ce que c'est de choisir effectivement le type de semence, et puis après vous adressez à un semencier, de conseiller les gens? Quels sont les acteurs, les usagers qui font appel à vous? Des collectivités, des privés? Voilà, alors on a plusieurs missions particulières, mais les 2 grandes missions des conservateurs botaniques sur cette thématique. La première, c'est l'animation de la marque végétale locale. Donc en fait, cette marque, cette garantie, elle est animée par le réseau des conservateurs botaniques. D'accord. Donc on peut accompagner des semenciers qui veulent se lancer, on peut accompagner des utilisateurs. Et après, la mission régalienne, on va dire, des conservateurs botaniques, c'est l'appui technique au service de l'État et aux collectivités. Donc on conseille ces maîtres d'ouvrage ou ces prescripteurs réglementaires sur comment prescrire le végétal local. Et dans les thématiques spécifiques à l'altitude, on va jusque dans de la préconisation plus technique de densité, choix d'espèces, etc. Alors dans les préconisations, on a parlé toute la semaine de culture, donc il y a les questions de résistance aux maladies, on n'est pas du tout dans le même cas, il y a la résistance à la sécheresse, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui joue, c'est le changement climatique. Est-ce que là aussi, le fait d'aller chercher des semences pour réintroduire, restaurer des endroits où le changement climatique, de toute façon, s'applique déjà, ça change les choses ou ça va les changer? Alors, le parti pris, la principale idée du végétal local, c'est de baser sur la diversité génétique et le potentiel adaptatif, évolutif qu'ont les populations sauvages. Et donc, le processus de sélection dont parlait Julien se fait aussi de façon naturelle. Et aujourd'hui, vu l'état des écosystèmes et de leur dégradation, on considère qu'il n'y a plus assez de capacité de résilience des habitats naturels. Et donc le fait d'aller chercher des semences locales, on considère que ça peut aider à l'évolution de ces espèces et à contribuer à l'adaptation au changement climatique. Très bien. Si j'ai bien compris au niveau des étapes, donc il y a un audit, on regarde où on veut aller, puis il y a un moment donné où on sait vers où on veut aller, il faut les installer donc très concrètement dans le sol. Est-ce que par rapport à des cultures, là c'est aussi une mise en culture quand même, il y a des conditions particulières, des conditions de semis, des conditions, comment ça se passe? On les installe et on les laisse tranquilles? Et bien alors du coup, donc l'idée souvent dans ces contextes-là, c'est d'intervenir une seule fois et d'anticiper cette trajectoire de milieu. Donc en fait, on va essayer de prendre en compte les enjeux. Donc s'il y a des plantes exotiques envahissantes, soit dans l'environnement, soit dans la banque de graines, s'il y a un risque d'érosion fort, on va le prendre en compte. Et après, l'idée, c'est de mettre dans le semoir et les espèces pionnières, donc plutôt annuelles, et les espèces vivaces qui vont pérenniser. Et éventuellement, s'il y a des enjeux d'érosion, on va mettre du mulch, on va protéger le sol de l'érosion. Mais l'idée, c'est de faire une seule intervention et ensuite de laisser la nature dérouler ce qu'elle sait faire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une connaissance énorme, en fait, sur le déroulement de comment vont évoluer toutes ces plantes, tous ces mélanges, et comment ils vont agir. On ne sait pas si on va voir, comme on a eu 2 années de pluie ou des coups de stress. Donc ça veut dire une intelligence et une connaissance des plantes énorme. C'est ça qui est très stimulant dans notre travail, mais il y a aussi une grande part de confiance dans la dynamique naturelle. Donc on n'a pas la prétention de maîtriser tout ce qui se passe, parce que de toute façon, dans la biologie du sol... Voilà. Alors c'est aussi tout l'intérêt du monde du vivant. Vous allez me dire, pour un semencier, c'est compliqué, mais dans notre société où on est beaucoup tourné vers le numérique, là, on ne fonctionne pas du tout. Il y a beaucoup d'aléas. Le monde du vivant, et c'est ce qui est fascinant, il y a de multiples facteurs. Donc, comme vous le dites, on ne pourra jamais tout maîtriser. Néanmoins, il y a des choses qui bougent et je voulais vous demander comment un semencier peut réagir. On sait que dans certains cas, on peut avoir affaire à certaines plantes très invasives. Si vous avez peut-être un exemple à nous donner. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez prévoir d'avoir un mélange avec des plantes qui vont permettre qu'on n'ait pas l'installation de ces plantes invasives. Vous avez un exemple en tête, par exemple, en fonction des régions prenantes? Non, en fait, nous, c'est un truc qu'on prend à chaque fois en considération quand on propose un mélange de semences. Parce que le but, c'est vraiment de couvrir le sol le plus vite possible. D'accord. Pour pas justement qu'il y ait des espèces qui viennent s'installer qu'on n'aurait pas prévu. Alors après, si les espèces sont déjà dans le sol, là c'est compliqué. Mais on part du principe qu'on a un sol nu et donc du coup il faut couvrir et il faut que ce qu'on propose ce soit plus efficace que ce qui est invasif.
Alors, Là c'est là que c'est compliqué. C'est compliqué, mais est-ce que ça veut dire qu'avant de semer, on va essayer de voir ce qu'il y a en faisant, j'en sais rien, des fausses levées? Alors moi, je ne connais pas la restauration écologique, beaucoup moins que l'agriculture. Comment on regarde en fait ce qu'il y a au préalable avant de semer? En analysant le contexte de la parcelle à semer et son historique. Et donc, typiquement, il y a des cas de figure où on peut compter sur de la régénération naturelle assistée. Et d'autres cas de figure, alors j'ai un exemple qui me vient avec le buddleia, l'arbre au papillon. Ah, pour tout lequel... le monde en a dans ses, ou a voulu en avoir dans ses jardins. Voilà. Il ne faut pas. Ah non, faut pas. Alerte rouge. Donc pourquoi il ne faut pas en avoir? Eh bien, en tout cas, c'est une espèce qui est exotique et qui a une dynamique envahissante, donc qui peut se développer dans des habitats naturels et perturber le fonctionnement des habitats naturels de nos régions. Et donc, dans un jardin, à la limite, on peut se dire pourquoi pas, mais les flux de graines qui s'en échappent, elles vont perturber des milieux qui ne sont pas gérés et contrôlés. Et donc, ça a des conséquences sur l'écosystème et sur... Très bien. Quels sont les, je ne sais pas si on peut les catégoriser comme ça, mais quels sont les chantiers les plus difficiles à restaurer? Vous avez des cas en tête ou un exemple? Ou est-ce qu'ils sont tous? Vous allez me dire, c'est toujours complexe, mais est-ce qu'il y en a des plus difficiles que d'autres? Les chantiers de montagne, il y a des chantiers où... En montagne, c'est quoi? C'est suite à des installations de télésièges ou de... Voilà, ça peut être dans le cadre d'aménagement de domaines skiables. C'est un sujet très actuel dans les Alpes, mais ça peut être aussi du talus de bord de route, de la reprise d'aménagement. Ce qui est complexe en montagne, c'est que le sol met énormément de temps à se créer, donc les horizons de sol sont pas très épais. Dès qu'on met un coup de pelleteuse ou qu'on touche le sol, il y a de l'érosion inévitablement. Et même si on arrive à réimplanter une succession végétale, la reconstitution d'un sol vivant, de toute façon, on n'est pas capable de la restaurer à l'échelle de temps humaine. Donc ça, c'est les plus grands défis. Et je pense qu'on n'est pas capable de restaurer complètement ces écosystèmes-là. Alors, je propose qu'on fasse un saut des Pyrénées aux Alpes. Voilà. C'est parfait, on a deux massifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, si vous avez travaillé sur un chantier de restauration dans les Alpes, où se situe votre travail de semencier? Notre travail de semencier se situe surtout sur choisir en fait le bon cortège. Le bon cortège qui va faire son effet en fonction de la situation. Donc on peut avoir soit du talus, soit du bord de rivière, soit des zones un peu humides, soit des zones, on va dire, très séchantes. Et dans ce cas-là, on va choisir le cortège d'espèces. Et après aussi, il va falloir mettre en fonction de la dynamique de ces espèces. Et après, ensuite, en fonction du stock qu'on a et qu'on a mis avant en multiplication. Donc ça, c'est assez compliqué. Alors, on peut choisir les espèces qu'on souhaiterait mettre, mais il faut faire les espèces qu'on peut mettre. Et donc, avant de pouvoir les mettre, il faut les mettre en multiplication. Alors, c'est quoi les mettre en multiplication? Alors, les mettre en multiplication, on va les collecter en milieu naturel des semences. On va les mettre en parcelles sur des champs, en terre arable. On fait des contrats de multiplication avec des agriculteurs. Donc, il faut que ces espèces, en fait, elles soient capables de pousser sur des terres arables. Par exemple, on va aller chercher, on va dire, un pois alpina, enfin en zone de montagne à 2000 mètres d'altitude, qui va supporter 6 mois d'enneigement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et après, est-ce qu'on va, pour le mettre en multiplication, donc il n'y a pas de parcelle de multiplication à 2000 mètres d'altitude. C'est pour ça que je vous posais la question. Il n'y a pas de moissonneuse-batteuse là-haut. Et donc du coup, on est obligé de les descendre en plaine. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il faut choisir les espèces qui vont pouvoir supporter en fait cette mise en multiplication dans d'autres conditions. Et donc, il faut qu'elles valorisent ces terres arables. Il faut qu'elles valorisent en fait la production de semences. Il ne faut pas qu'elles gazonnent ou qu'elles restent juste comme ça ou qu'elles se fassent envahir. Et donc, du coup, nous, on peut les récolter et après, on les ressème en montagne. Très bien. Alors, on voit que c'est complexe. Moi, j'ai envie de savoir si vous avez de plus en plus, vous sentez qu'il y a de plus en plus de demandes des collectivités, des privés sur la restauration écologique. On en est où ? Il y a de plus en plus de demandes. Alors, par rapport à des objectifs dont je parlais en début de présentation, mais il y a aussi l'idée d'utiliser ces végétaux dans des contextes plutôt d'aménagement paysager à vocation écologique. D'accord. Donc oui, je pense qu'il y a de plus en plus de demandes. L'émission va arriver à sa fin. Je vous poserai une dernière question. Je voulais savoir, vous
vous avez des outils pédagogiques d'information qui sont à disposition, qu'on pourrait peut-être évoquer pour les gens qui nous suivent? Alors, il y a un site qui s'appelle Végétal, donc www.vegetal-local.fr, dans lequel il y a de nombreuses ressources, autant pour les utilisateurs que pour les producteurs ou potentiels producteurs. Et après, le réseau des conservatoires botaniques alimente aussi ce site par de nombreuses ressources. Très bien. Julien, j'ai envie de vous demander, alors, si la restauration écologique a un bel avenir, je vous ai dit tout à l'heure, quand on prépare l'émission, que c'était quelque chose d'assez neuf. Vous m'avez dit que ce n'est pas du tout nouveau. Alors, ça fait combien de temps qu'on en fait? Est-ce que vous sentez qu'il y a un essor, vous, en tant que semencier? Alors, il y a un essor forcément dans la demande, parce que de plus en plus de gens en fait, se rendent compte que la semence, elle vient de très très loin. En fait, quand on achète un mélange classique, on se rend compte que les lots de semences, ils viennent du monde entier. Et là, de plus en plus, on commence à se dire, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire justement des semences un peu plus locales, un peu plus adaptées, et qui vont être bénéfiques un peu pour tout le monde, quoi. À la fois pour la filière locale et à la fois pour l'environnement. Très bien. Bah, écoutez, il me reste à remercier mes deux invités. Le sujet est passionnant. J'espère que voilà, vous en avez appris beaucoup. N'hésitez pas à retourner sur les sites pour vous informer davantage. Merci à vous. Bonne journée.